Un grand merci aux organisateurs et organisatrices de nous avoir invités aujourd'hui pour présenter les résultats d'une étude de recherche qu'on a menée sur l'intelligence artificielle sans barrière pour l'équité et l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et donc, quelles sont les leçons apprises du secteur de la santé vers le secteur de l'emploi? Nous sommes vraiment ravis qu'il y ait une ouverture aussi de passerelles intersectorielle entre les diverses activités. Donc, Jean-Noël Nikema et moi-même, nous sommes deux chercheurs dans le domaine de la santé, sachant que la santé était un déterminant structurel très important qui va façonner aussi l'expérience d'emploi digne et satisfaisante. Alors, pour les prochaines minutes, voici le plan de match qu'on a pour vous. Alors, premièrement, l'intelligence artificielle et de toutes les nouvelles récemment, elle nous promet surtout des avancées technologiques, beaucoup de promesses par rapport à la performance d'activités dans plusieurs secteurs tels que la santé, l'éducation, le transport et bien sûr incluant l'emploi. Je pense que tout le monde le sait déjà, mais juste pour rappel, l'IA se définit comme un programme informatique capable d'exécuter des activités, des tâches normalement attribuées à l'intelligence humaine pour vraiment améliorer les performances, l'efficacité et l'efficience au niveau du processus décisionnel associé à différentes tâches, surtout complexes d'habitude, mais aussi associées à des tâches qui sont très répétitives, voire dangereuses pour les humains. Alors, malgré tout ça, malgré toutes ces promesses, l'IA omet une grande partie de la population. C'est 16% de la population mondiale, soit 1,3 milliard de personnes qui vivent avec un handicap, qu'il soit moteur, sensoriel ou cognitif. Au Canada, c'est 27% et au Québec, selon les dernières statistiques de 2017, c'est 16%. Et celles-ci, les personnes en situation de handicap, sont exclues pour différentes raisons, des barrières capacitistes, des discriminations intersectionnelles, que ce soit au niveau structurel, au niveau des politiques, au niveau physique, communicationnel et aussi par rapport aux attitudes que les prestataires de services, ou en tout cas les gens avec qui on évolue, exhibent. Et donc, on s'est demandé, Jean-Noël et moi, en fait, il y a 2 ans, on ne se connaissait pas, mais on s'est rencontrés dans le corridor de l'École de santé publique. Moi, je travaille spécifiquement sur les enjeux d'équité pour les personnes en situation de handicap par rapport à l'accès aux services de santé. Jean-Noël, plus au niveau de l'intelligence artificielle. Et on s'est dit, mais quelles sont les relations entre ces deux secteurs? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver davantage, sachant que la Déclaration de Montréal IA responsable est un organisme qui promeut l'intelligence artificielle, qu'elle soit plus équitable, plus inclusive et qui promeut aussi les échanges, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à l'emploi, mais par rapport à différentes activités associées. Et donc, pour répondre à ces enjeux par rapport au contexte, on avait des objectifs de recherche. Alors, le premier objectif, c'était vraiment de synthétiser qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on connaît déjà au niveau de la littérature, mais aussi d'identifier les lacunes sur lesquelles on pourrait travailler derrière, notamment sur la recherche et le développement relatif à la santé. Et on voulait aussi recueillir les perspectives des experts en intelligence artificielle, mais aussi entendre les perspectives des personnes en situation de handicap concernant les applications en intelligence artificielle pour les personnes en situation de handicap. Alors, je vais laisser la parole à Jean-Noël qui va nous parler de la première phase et je reviendrai un peu plus tard pour la deuxième phase de notre projet.
Merci beaucoup Muriel. Alors, comme Muriel a dit, c'était au cours d'une discussion dans les couloirs hein, où on était en mode oui, je suis convaincu qu'il y a un lien entre intelligence artificielle et handicap, mais j'avais pas de preuves pour le lui dire qu'il y avait un lien entre intelligence artificielle et handicap. Donc on a dit bon, on va faire une revue de la portée, comme ça ce sera systémique, on aura la réponse et tout le monde sera content, on sera fier de le partager. Donc ce que nous avons fait, c'est essayer de regarder est-ce que quand on parle d'intelligence artificielle, on peut regarder ce que l'IA produit pour les personnes en situation de handicap, mais également regarder ce que la recherche regarde quand elle croise intelligence artificielle et personnes en situation de handicap. Donc, pour ce faire, nous avons donc essayé d'avoir ces trois principaux concepts, ça veut dire la personne en situation de handicap que l'on pourrait identifier dans les différents articles. Nous avions l'intelligence artificielle avec toutes ces différentes stratégies et ces méthodologies mises en place. Et on a donc la recherche et le développement que l'on aurait dans le domaine de la santé. Donc, on a utilisé ces trois concepts-là et on a essayé de parcourir 4 bases de données, Embase, SinaHL, Web of Science et puis Medline. Et on a essayé d'extraire toutes les informations que l'on pourrait avoir et il y avait à peu près 3589. Sur la base de ces articles, nous sommes allés dans un processus d'inclusion, d'exclusion parce qu'on est resté juste en 2024. Ensuite, on a enlevé tous les articles qui n'étaient pas en français ou en anglais parce que dans notre équipe, on n'avait que des gens qui savaient lire français et anglais. Et on a inclus tout ce qui était recherche qualitative et quantitative et de développement. Mais par contre, on a exclu tout ce qu'il y avait comme commentaires, tout ce qui n'est pas implémentation en réalité ou bien recherche autour du lien qu'il pourrait avoir entre intelligence artificielle et puis personnes en situation de handicap. Donc grâce à ce processus, on a gardé à la fin 84 articles et ce que nous avons fait, on ne le dit pas là, c'est que nous avons implémenté même un algorithme d'intelligence artificielle pour être capable de reproduire exactement toutes ces étapes de revue de la littérature. Donc, basé sur cela, nous avons essayé d'extraire des informations. La première des choses, c'est de voir comment les articles se distribuent de façon géographique en termes de recherche et de production entre IA et personnes en situation de handicap. Nous avons essayé de voir le type d'handicap qui était exploré en utilisant la classification de l'OMS pour voir c'est quoi le sujet, c'est quoi la typologie d'handicap qui intéresse les personnes qui travaillent autour de l'intelligence artificielle. Et nous avons essayé de trouver aussi les tâches qui étaient développées. C'est ce pourquoi les algorithmes étaient développés. Donc, on avait essentiellement 4 types de tâches que nous avions identifiées au préalable. Premièrement, les tâches de prédiction, voir si on partait de certaines caractéristiques pour prédire quelque chose autour du handicap. Nous avons aussi l'analyse des sentiments, voir s'il était question d'explorer les sentiments exprimés d'une certaine façon, peu importe la plateforme, là, des sentiments des personnes en situation de handicap. Nous avons exploré aussi tout ce qui est technologie déployée ou développée pour pouvoir soutenir en fait l'aide physique et donc les activités au quotidien. Et enfin, on a regardé si on avait des algorithmes qui s'intéressaient à regrouper ou à créer des groupes de personnes en situation de handicap en fonction de différents profils que ces algorithmes-là découvriraient. Et enfin, nous avons essayé de voir est-ce qu'on avait une exploration des facteurs facilitants ou bien des obstacles qui permettraient une inclusion des personnes en situation de handicap dans la recherche autour de l'intelligence artificielle. Donc, basé sur cela, nous avons donc quelques résultats qui vont se résumer juste à où est-ce que les articles sont faits en résumé. Nous aurons le type d'handicap qui est inclus et nous aurons la tendance en termes de tâches qui est réalisée pour ces algorithmes d'intelligence artificielle-là. Alors, quand on regarde de façon géographique, on se rend compte qu'on n'est pas si mal que ça en Amérique parce que les États-Unis, le Canada et même le Mexique, nous sommes parmi ceux qui produisent en réalité le plus dans cette intersection-là, intelligence artificielle et puis handicap. On ne sait pas si aux États-Unis ça va continuer de cette façon avec ce qui se passe actuellement, mais c'était le cas c'était le cas jusque-là. Ensuite, l'environnement qui produisait le plus, c'était l'Europe de l'Ouest et aussi l'Asie ainsi le Moyen-Orient qui s'intéressaient au croisement entre l'intelligence artificielle et les personnes en situation de handicap. Et de façon plus dispersée, nous avions l'Australie, un peu d'Afrique centrale et également en Amérique latine. Et ces gens-là s'intéressaient également au croisement intelligence artificielle et personnes en situation de handicap.
Enfin, quand on a regardé le type d'handicap qui était recherché, on s'est rendu compte que le travail était très orienté principalement vers les handicaps cognitifs. C'est ça qui intéressait en priorité les gens. Ensuite venaient les handicaps moteurs, puis il y a les handicaps relationnels, ça veut dire auditifs, la communication, etc. Et enfin, nous avons la vision. Donc, ce sont ces 5 éléments-là qui apparaissaient le plus dans presque toutes les recherches. Et quand on a regardé enfin le type de tâches que réalisaient les algorithmes d'intelligence artificielle qui étaient explorés, la grande majorité, c'était des tâches de prédiction. Ça veut dire être capable d'avoir des profils pour essayer de prédire en réalité des diagnostics, des choses comme ça, beaucoup plus que de soutien d'aide physique. Comme vous voyez, l'aide physique est à peu près à 7%. Nous avions des tâches de classification. Ça, c'est vraiment des chercheurs qui essayaient de comprendre en fait comment en fait les populations des personnes en situation d'handicap se regroupaient. Donc, ils appliquaient certaines stratégies d'intelligence artificielle. Mais le reste qui va contenir l'analyse des sentiments, la détection des facteurs de risque, etc., ils se recoupaient tous ensemble dans le autre qui est à peu près à 9%. Donc, en résumé, nous nous sommes rendus compte que le pays qui produisait vraiment le plus, c'était les États-Unis, la Chine, la France et puis le Royaume-Uni. Les tâches de prédiction sont très importantes, donc on continue à penser la situation d'handicap comme une maladie, beaucoup plus qu'une situation pour laquelle il faudrait développer des outils pour soutenir ces personnes-là. Et donc, en soi, pour nous, c'était une problématique qui est apparue, comme s'il ne fallait regarder le handicap que comme un besoin de diagnostic, beaucoup plus que comme un besoin de développer des outils et des algorithmes pour pouvoir soutenir les gens au quotidien. Donc l'handicap cognitif étant primordial. Par contre, nous nous sommes rendus compte que même si les tailles des échantillons à l'intérieur, ça veut dire le nombre de patients qui étaient pris en compte était très très faible là pour pouvoir développer les différents algorithmes, peu ou pas de gens s'intéressaient à l'inclusion de la situation d'handicap comme projet de recherche en termes d'intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose qui nous a frappé, malgré le fait que même quand on parlait d'handicap et qu'il y avait une certaine diversité en dehors du type d'handicap, là, il y avait une certaine diversité dans les échantillons, mais jamais on ne se posait la question du quand je développe un algorithme d'intelligence artificielle, comment j'inclus ces personnes en situation de handicap, comment je développe ou comment je réfléchis avec eux pour trouver des outils basés sur l'intelligence artificielle qui pourraient être utiles. Donc voilà, ça c'était le résultat de notre revue de la portée. Et donc à la suite de cela, nous avons fait une exploration avec les différents chercheurs et bien entendu des personnes en situation de handicap. Et Muriel va vous parler de cela. Merci Jean-Noël. Et en fait, on voulait trianguler un peu ce qu'on avait trouvé au niveau international et voir comment ça pouvait aussi se transposer ou pas au niveau beaucoup plus local ici au Québec. Donc, pour cette partie de la recherche, plutôt la composante qualitative, on a interviewé 4 experts en IA, dont 3 au Québec et une personne en Europe. On a aussi mené 2 groupes de discussion avec 12 personnes en situation de handicap, entendantes et malentendantes. Et pour analyser et mieux comprendre nos résultats, on a utilisé l'approche intersectionnelle. Alors voici principalement les thèmes qui ont émergé. Je vais vous en parler un peu plus davantage durant les prochaines minutes. Alors, le premier thème qui a vraiment émergé de ces entretiens et groupes de discussion était vraiment la méconnaissance des enjeux et des besoins des personnes en situation de handicap. Je ne vais pas tout lire, tous les verbatims, mais juste visuellement, à gauche, ce sont les citations des experts en intelligence artificielle. Et ce que vous voyez à droite, en bleu, ce sont les citations des personnes en situation de handicap dans nos 2 groupes de discussion. Alors, si, par exemple, je prends l'intervenant 1, cette personne a dit « Statistiquement parlant, la population n'est pas majoritairement composée de personnes en situation de handicap. » Ça, c'est une méconnaissance, sachant qu'on a vu avec nos statistiques, les personnes en situation de handicap représentent entre 16 à 27% de la population, donc ce n'est vraiment pas un groupe démographique qui est négligeable. Un autre thème qui est fortement ressorti, c'est l'exclusion des personnes en situation de handicap des applications en intelligence artificielle. Alors, à gauche, on voit que l'intervenante a dit « Je m'intéresse à la problématique de l'IA elle-même et j'imagine qu'elle pourrait être utilisée
et par qui, mais je ne m'intéresse pas à la population ayant un handicap particulièrement. Donc ça c'est quand même assez clair. Par contre, au niveau du groupe de discussion, une personne en situation de handicap a dit, en outre, les personnes ayant des handicaps cognitifs sont souvent oubliées dans la conception des applications web et mobiles et ça aggrave effectivement leur exclusion au niveau des applications, en tout cas d'une meilleure compréhension des applications de l'intelligence artificielle. Un autre enjeu, je ne pense pas que c'est nouveau pour notre groupe ici, mais c'est très important pour nous de documenter ce genre de lacunes. En fait, c'était par rapport à l'inaccessibilité des interfaces de l'intelligence artificielle. Et à droite, c'était une personne malvoyante qui avait dit ceci. Le principal enjeu de l'IA pour les personnes malvoyantes, par exemple, ce n'est pas tant l'IA elle-même. Ce sont les interfaces. Car même s'il existe des synthèses vocales dans les applications, pour les activer, il faut les voir, n'est-ce pas? Donc, s'il y a des gens qui sont experts en développement IA ou de nouvelles technologies, il faut vraiment s'assurer que chaque étape du développement jusqu'à la fin est accessible et sensible aux personnes avec différents types de handicap. Les barrières financières. Tout à l'heure, on en avait parlé, puis même avec l'activité qu'on vient de faire au niveau de l'application, ou en tout cas l'implémentation des applications, bien, ça existe de la même manière chez les chercheurs, les développeurs et aussi chez les personnes en situation de handicap. Chez les chercheurs, par exemple, ce qu'on dit, c'est recruter les participants qui ont un handicap spécifique et d'avoir suffisamment de contacts avec eux. Eh bien, il faut des ressources pour les faire parvenir à nous. C'est un gros investissement de temps pour plusieurs sessions et c'est difficile d'avoir des participants de recherche en nombre suffisant parce que souvent, on va chercher une puissance statistique, etc. Donc, il faut avoir quand même assez de gens pour pouvoir participer dans ces études. Et au niveau des personnes en situation de handicap, ben, ils nous disent qu'il est essentiel de se demander si toutes les personnes, par exemple malentendantes, ont accès à un cellulaire, Internet, étant donné les contraintes budgétaires associées à ces appareils. Et on l'a vu tout à l'heure, avoir des outils intelligents, ce n'est pas gratuit. Il faut les payer, il faut faire des mises à jour, etc. Donc, les barrières financières étaient partagées dans les deux groupes. Ici, c'est très intéressant. C'était seulement le groupe des personnes en situation de handicap qui ont soulevé cet aspect-là, et c'est les barrières linguistiques. Jusqu'à maintenant, les applications en IA, ils ne sont pas très accommodants au niveau des accents, au niveau de l'accent du français québécois, ou même s'il y a d'autres accents. Par exemple, les personnes en situation de handicap disaient, si je vais utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les autres accents, eh bien, les applications ne sont pas encore aptes à bien comprendre les accents soi-disant qui ne sont pas mainstream. Alors ça nous intéresse. Aujourd'hui, on est plusieurs au niveau du secteur de l'emploi, nous en santé, ressources humaines, etc. Et puis bon, c'est le manque de dialogue intersectoriel. Souvent, on travaille en silo. Et même chez les chercheurs, vous l'avez vu, il y a 2 ans, on ne se connaissait même pas. Maintenant, on commence à tisser des liens, à faire des passerelles. Mais c'est vraiment ce dialogue intersectoriel qui est un obstacle. Alors, chez les experts, on disait, on cherche à avoir des patients partenaires qu'on cherche à inclure dans toutes les étapes du processus du développement, pas juste valider avec eux à la fin, après, mais aussi de les impliquer dès le début pour bien répondre à leurs besoins. Et c'est corroboré aussi du côté des personnes en situation de handicap qui nous rappellent effectivement qu'il faut inclure les gens, travailler avec nous pour connaître nos besoins. Et pour finir, quelques diapositives seulement, mais ce sont des solutions qui ont été proposées par les participants à l'étude, donc ce n'est pas forcément nos recommandations, mais on les seconde aussi. Donc, la première solution et suggestion concerne des enjeux éthiques, n'est-ce pas? Alors, il serait également nécessaire que le gouvernement joue un rôle dans la supervision et l'éthique de l'intelligence artificielle en veillant à ce que les technologies
émergentes ne créent pas de nouvelles barrières pour les personnes en situation de handicap. Alors, j'avais vu dans le programme, malheureusement, on n'était pas là ce matin, il y avait l'honorable ministre qui était là. Je ne sais pas s'il y a encore des représentants du gouvernement, mais effectivement, ça, c'est un enjeu pas seulement d'inclusion, mais c'est aussi une question éthique et d'imputabilité. Que les personnes en situation de handicap, qu'on les aide à accéder plus facilement aux informations et aux services. Une autre piste de solution, c'était par rapport à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, ça fait miroir un peu avec ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Si on regarde à gauche, la première étape, c'est de reconnaître les angles morts de l'intelligence artificielle et de façon plus générale au niveau des nouvelles technologies. Donc, le fait que lorsqu'on capte certaines données seulement sur une population, ce sont des données partielles. On n'a pas un portrait global ni assez compréhensif de ce qui se passe par rapport à la réalité des personnes en situation de handicap au niveau de l'utilisation des applications en intelligence artificielle. Et puis la dernière ici, c'est par rapport à la recherche et les programmes. Donc, je prendrai le verbatim d'une personne en situation de handicap qui dit que les besoins des personnes en situation de handicap sont uniques. Il faudrait qu'elles soient incluses dans tous les processus de l'intelligence artificielle, comme au niveau de la prise de décision, au niveau du développement et de la production. Et on rajouterait aussi dans la constitution des bases de données, la base de données massive. Parce que le fait que les personnes en situation de handicap soient exclues des bases de données, on ne peut pas les analyser. Et sans analyse, on ne peut pas prioriser différentes tâches, ou en tout cas politiques, pour plus d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, il faut qu'elles soient même là, dès le départ, au niveau de la constitution des bases de données massives pour le développement des applications d'intelligence artificielle. Et donc, les messages clés à retenir, premièrement, c'est l'importance de documenter. Je pense qu'il y avait quelques recherches qui étaient exposées aujourd'hui. Donc, de documenter les besoins et les réalités des personnes en situation de handicap en matière d'intelligence artificielle. On a vraiment besoin de plus de collaboration intersectorielle, donc pas seulement IA, handicap, mais santé, emploi, etc. Parce qu'on sait les interconnexions entre les différents déterminants de bien-être et d'inclusion, ben, c'est pas déconnecté de la santé, de l'emploi ou peut-être transport, éducation, etc. Ensuite, l'inclusion des personnes avec différents types de handicap dans le développement et les applications en intelligence artificielle. C'est pas un groupe, on le sait déjà, c'est pas un groupe monolithique, donc, mais c'est quand même important de le ressouligner parce que souvent, ça semble être encore un angle mort auprès des développeurs d'applications d'intelligence artificielle. Et puis, bon, on en a parlé tout à l'heure au niveau de l'échelle, mais certains obstacles, c'est de mettre en place des incitatifs autour des impacts de l'IA pour et avec les personnes en situation de handicap. Donc, de chiffrer ça, de documenter, de le caractériser pour qu'on ait plus d'appropriation. Et donc, ça, c'était un des thèmes de l'activité tout à l'heure. Et puis, que l'accessibilité soit vraiment effective par rapport aux interfaces et les applications en intelligence artificielle pour les personnes avec différents types de handicap. Et donc, je vais laisser Jean-Noël finir. C'est quelques réflexions pour la route, pour faire le pont avec... Oui, parce que ce n'était pas évident pour nous de faire le pont entre ce qu'on identifie en recherche et puis l'emploi, etc. Mais quand on essaye de savoir comment est-ce que les produits de la recherche, etc., influencent notre vie au quotidien, ça veut dire que quand on fait de la recherche, c'est certain que c'est pour changer notre manière de vivre. Et tout ce qui est développé en intelligence artificielle va changer notre manière de travailler, très certainement. Ceux qui ne s'y sont pas préparés, commencez à mieux vous y préparer. Cela signifie donc qu'il ne faut pas réfléchir à l'intelligence artificielle comme un outil qui va juste soutenir en fait potentiellement et améliorer les processus actuels que nous avons de prise en charge de la situation d'handicap, parce que l'IA en lui-même va arriver avec ses propres défis. Et donc, dans une stratégie de désapprentissage pour la personne en situation de handicap,
pour des outils qui ne sont ni développés pour lui, ni pensés pour lui, pour lesquels on n'a pas pensé les nouveaux enjeux. Cela viendra avec des nouveaux enjeux d'emploi, certainement. Donc, il faudrait réfléchir à ces nouvelles problématiques-là pour être certain que le lien entre ce qui est fait en recherche pourra penser potentiellement à comment est-ce que ces personnes en situation de handicap vont rester en emploi. Donc, je vous remercie pour votre temps et j'espère que la présentation a été utile.